Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre grand dossier qui s'intéresse au jour d'après le sommet en Alaska. Sommet que nous avons suivi de très près sur LCI et dans le reste du monde forcément. Pas de cessez-le-feu, pas d'accord, pas beaucoup d'informations après ce sommet. Donald Trump n'a pas renoncé de son côté à une paix durable. Volodymyr Zelensky, lui, va se rendre lundi, dans 2 jours exactement, à Washington pour pouvoir rencontrer Donald Trump. Mais que va-t-il se passer? Quel impact des Européens? Est-ce que c'est un rendez-vous qui va faire avancer les choses positivement pour l'Ukraine ou est-ce que ça va être un énième rendez-vous manqué? En tout cas, regardez ce que Donald Trump a déjà très précisément en tête. Nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de points. Quelques-uns ont été convenus, mais pas tant que ça. 1 ou 2 assez importants, mais je pense qu'ils peuvent être réglés. Maintenant, c'est vraiment au président Zelensky de conclure, et je dirais aussi que les nations européennes doivent s'impliquer. Nous sommes vraiment proches d'un accord. L'Ukraine doit accepter, mais peut-être qu'ils diront non. Voilà pour la forme. Pour le fond, on se connecte tout de suite avec Washington. Merci beaucoup Sophie Chevallereau d'être avec nous en direct, Sophie, de Washington. On le sait donc maintenant, lundi, dans 2 jours exactement, Volodymyr Zelensky va se rendre là où vous vous trouvez, très exactement, pour rencontrer le président américain. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Oui, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont échangé pendant près d'1 heure par téléphone lorsque Donald Trump se trouvait à bord de son avion après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Et donc, le président ukrainien sera ici à Washington dans 2 jours. D'ailleurs, la presse américaine ne parle quasiment que de ça. Ce matin, Zelensky dans le bureau ovale lundi. Que vont-ils se dire? Dans une interview accordée à Fox News, on l'a entendu, le président américain estime désormais que c'est au président Zelensky de négocier un cessez-le-feu. C'est un changement de discours radical, puisque il y a encore quelques heures, lorsque Donald Trump se rendait en Alaska pour rencontrer Vladimir Poutine, il disait « Je veux un cessez-le-feu, j'y vais pour un cessez-le-feu et s'il n'y en a pas, je ne serai pas content ». Eh bien finalement, il n'est plus question de ça. Désormais, Donald Trump estime que le meilleur moyen de mettre fin à la guerre est de signer un accord de paix. Par ailleurs, des journalistes sur CNN il y a quelques instants se posaient la question: est-ce que Volodymyr Zelensky va recevoir le même accueil que Vladimir Poutine sur le sol américain? Est-ce qu'à lui aussi on va lui dérouler le tapis rouge? Vous savez, ici tout le monde a en tête l'humiliation qu'avait fait subir Donald Trump à Volodymyr Zelensky en février dernier dans le bureau ovale. Merci beaucoup Sophie Chevallereau en direct de Washington avec les images, Sophie Chevallereau, d'Armel Exposito. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous autour de ce plateau pour m'accompagner dans ce grand dossier. Violeta Moscalou, soyez la bienvenue, madame. Vous êtes maître de conférence et présidente fondatrice de Global Ukraine. Thomas Ernaud, soyez le bienvenu, monsieur. Bonjour. Vous êtes écrivain, spécialiste de la défense et des affaires. Toujours à mes côtés, Vincent Crouzet, expert en renseignement, auteur de ce livre qu'on ne peut que conseiller, Comment vivre dans un monde en guerre. Soyez le bienvenu. Et enfin, Jean de Duniasti, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. On vient de parler de cette rencontre qui va avoir lieu, quoi qu'il se passe, dans 2 jours, à Washington, entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Volodymyr Zelensky est plutôt confiant, voilà ce qu'il a déclaré. Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de tous les détails concernant la fin des massacres et de la guerre. Je suis reconnaissant de son invitation. Violeta Moscalou, je suis obligée de vous poser cette question. Est-ce que Volodymyr Zelensky a appris de sa dernière rencontre avec Donald Trump? Comment est-ce qu'il se prépare? Exemple très concret. Est-ce qu'il va prendre, d'après vous, un interprète? Je pense que le monde entier a appris malheureusement sur la leçon malheureuse qu'on a observée tous fin février dans le bureau ovale, parce que c'était pas le seul. Les Européens, les leaders européens ont été aussi très choqués et en général, en fait, l'opinion publique de voir la communication qui a été vachement violente, en fait. Donc c'est sûr que les leçons ont été tirées et malheureusement même Poutine a appris aussi, parce qu'on a vu la façon dont il a jeté des fleurs et a fait des compliments de façon tellement flagrante qu'on était presque mal à l'aise de voir comment il a tout dit, il a mis vraiment des compliments sur chaque point faible, tous les messages que Donald Trump avait besoin d'entendre. Et maintenant, visiblement, dans l'interview avec Fox News hier soir, il les répétait plusieurs fois, il était tellement content, donc ça a bien matché en fait, sur la vanité, l'égocentrisme et tout.
Maintenant, la question d'interprète, je pense que oui, techniquement, ça peut permettre de gagner un peu de temps, mais ça va bien au-delà, en fait. C'est vraiment la personnalité de Donald Trump qui a été hier un élément de découverte pour ceux qui ont suivi la soirée, qui était quand même retransmise en grande partie, en fait. Donc, de voir la sensibilité à cette flatterie, je pense que c'est un élément de menace même pour la sécurité nationale des États-Unis. On va se connecter tout de suite avec Kiev parce qu'il y a notre envoyée spéciale Marianne Kotonov qui nous attend. Marianne Kotonov, c'est une équation compliquée qui attend le président ukrainien lundi prochain alors qu'il doit se rendre une nouvelle fois dans le bureau ovale pour rencontrer Donald Trump. Oui, parce que évidemment, il a beau dire qu'on va lui donner tous les détails et qu'il remercie Donald Trump de son invitation, il a certainement lui aussi en tête l'accueil très froid et très humiliant qu'il avait eu il y a 6 mois. Et puis, de quoi va-t-on parler exactement ? Donald Trump a évoqué effectivement, des avancées, a évoqué, on est tout proche d'un accord de paix, mais un accord de paix sur le dos des Ukrainiens. Est-ce que le président américain va lui demander, par exemple, de céder tout le Donbass, même les régions qu'il n'a pas encore, qui ne sont pas sous contrôle russe, à la Russie. Et là, Volodymyr Zelensky, le piège va se refermer sur lui, parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ? Il va pouvoir dire, non, je ne suis pas d'accord de donner tout le Donbass, et à ce moment-là, c'est lui qui va être accusé de vouloir continuer la guerre, ou alors il va devoir céder, on va lui tordre le bras. Donc pour lui, c'est un numéro d'équilibriste, d'autant qu'il ne doit pas non plus trop fâcher Donald Trump, parce que il faut que les États-Unis, pour la survie de l'Ukraine, continuent à être son allié, continuent à fournir des armes et à aider l'Ukraine. Donc pour lui, c'est quasiment une équation impossible. Et beaucoup d'Ukrainiens ici pensent que c'est un piège, que c'est vraiment très compliqué pour Volodymyr Zelensky et sont très inquiets de cette entrevue qui aura lieu donc lundi. Marianne Kotonov avec les images de Marine Truchot en direct de Kiev. Vincent Cruz, et vous vouliez réagir ? Juste sur la forme, une petite chose. Déjà dans la première minute, on va être fixé sur quelque chose. Vous vous souvenez, l'accueil de Donald Trump le 28 février avec la réflexion sur le dress code et sur la tenue de Zelensky. Bien évidemment. Comment C'était d'ailleurs J.D. Vance, si je puis me permettre, le vice-président américain qui lui a dit « Vous venez ici, vous portez même pas de costume ». Voilà, alors... Comment sera habillé, comment sera vêtu Zelensky ? Je ne pense pas qu'il va changer, qu'il va déroger à son habitude. Ce serait une forme de soumission avant l'entretien. Peut-être qu'il portera une simple veste au-dessus de son sweatshirt des forces armées ukrainiennes, mais ça va être un moment très, très intéressant, ces premières minutes. Et vous posiez la question, qu'est-ce que Zelensky a retenu comme enseignement du 28 février ? Qu'est-ce que Trump aussi a retenu comme enseignement du 28 février ? Bonne question, ça. Oui. On va le voir dans les premières minutes. Et quel visage il va présenter, quel peut-être nouveau visage il va présenter à l'opinion internationale. Très intéressant que la presse américaine titre « Est-ce qu'on va sortir le tapis rouge aussi pour Volodymyr Zelensky ?» C'est très intéressant ce parallèle avec le sommet d'hier soir. Oui. Mais il n'est pas très fondé, parce que en fait le tapis rouge c'est une visite officielle, il y a des protocoles très précis, donc le tapis rouge c'est pour une visite d'État, ça c'est sûr, avec passage en revue, musique et tout, pour une visite officielle, pour un ministre ou un premier ministre ou un président, et pour une visite de travail, il n'y a pas de tapis rouge. On descend discrètement, on est accueilli par le chef du protocole, on vous enfourne dans une voiture et vous allez travailler dans un bureau. Mais c'est important de l'expliquer pour ne pas avoir la mauvaise compréhension de ce qu'on va voir, ce à quoi nous allons assister. Oui. Oui, et c'est vrai, mais je pense qu'on va faire un procès à Trump là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Visiblement, la visite de Poutine avait un certain statut protocolaire que n'a pas la visite de Zelensky, qu'on le veuille ou non, dès le départ. Bon, en attendant, il y a une autre question, si vous le permettez, Thomas Ernaud. Il y a la question des garanties de sécurité. Parce que Washington aujourd'hui a déclaré qu'elle allait accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine qui allaient être semblables à celles de l'OTAN sans que l'Ukraine n'adhère dans l'OTAN. Ça veut dire quoi ?
Moi, j'analyse ça comme un retour un peu justement à ce qui a été fait avant, qui est l'opération dite spéciale en 2022. Il y avait ce qu'on appelait, comment ça s'appelait ce dispositif-là, qui permettait en fait à long terme de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. C'était les nouvelles opportunités. Voilà. En fait, c'était tout un dispositif sur une dizaine d'années qui devait permettre d'aboutir à faire adhérer l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, évoquer ça dans la presse, est-ce que c'est pour voir quelles vont être les réactions russes et voir un petit peu comment ils vont réagir à travers leur porte-parole, ou est-ce qu'il y a véritablement une ambition? Et derrière cette ambition, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Puisqu'on sait que dans l'Alliance Atlantique, il y a des alliances l'Alliance va toucher à la fois au commandement, aux exercices militaires et à la coopération, à la vente d'armement. La plupart des nations de l'OTAN ont du matériel américain, mais c'est également le fameux article 5, qui est donc la réaction des pays membres en cadre de guerre sous certaines conditions et sous certaines volontés. Donc c'est presque un retour en arrière qu'on avait connu, et plutôt la doctrine un peu de Biden. Mais Donald Trump, déjà en 2016, n'avait pas non plus été véritablement opposé comme il était à la base aujourd'hui à une entrée à long terme de l'Ukraine dans l'OTAN. Là, il faudra voir ce qui est derrière, mais je pense que c'est plus un coup diplomatique. Voilà, parce que de toute manière, si on relit bien l'ultimatum du 17 décembre 2021 ou le mémorandum du 2 juin 2025 de la Russie, c'est quelque chose pour eux qu'ils jugent inacceptable, et en fait, je pense que ça bloquera les négociations, un cessez-le-feu, mais encore plus un traité de paix. Pour reprendre ce que vous venez d'évoquer à l'instant, le fameux coup diplomatique, peut-être va-t-il un peu plus loin, ce coup diplomatique. Trump n'en démord pas, il veut organiser une rencontre tripartite. Lui, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky. On l'écoute, il l'a dit hier soir, très précisément après son sommet, à nos confrères de Fox News. Il faut maintenant organiser une rencontre entre le président Zelensky et le président Poutine. Et avec moi aussi, je pense. Si cela leur convient, je serai présent à cette prochaine réunion. Volodymyr Zelensky, lui, est OK depuis le début. Il dit l'Ukraine souligne que les questions clés peuvent être abordées au niveau des dirigeants et qu'un format trilatéral est adapté à cette fin. Là, ça ne bloque pas. Néanmoins, c'est pas ce que dit la Russie. Non, c'est intéressant qu'il y revienne dans cette interview, parce que c'est certainement ce à quoi il souhaitait parvenir. C'était l'une des souris, si j'ose dire, vers lesquelles il voulait, l'un des points qu'il voulait obtenir hier de la part de Vladimir Poutine. On pensait d'ailleurs que ce serait un point qu'il obtiendrait facilement, et vraisemblablement les Russes ont émis des conditions à cette réunion tripartite. C'est peut-être une des choses qui a bloqué et qui a grippé le processus de négociation du sommet hier, alors qu'on pensait que c'était finalement un point qui serait beaucoup plus facile à obtenir de la part de Trump. Il a dû être extrêmement déçu, donc il revient sur cet engagement qu'il a peut-être fait à Zelensky. Ceci dit, j'ai vu un communiqué russe ce matin qui indiquait que les conditions n'étaient pas réunies. Voilà. Il a dit lors du sommet en Alaska, Vladimir Poutine, Donald Trump n'ont pas évoqué de futurs sommets tripartites en présence de Volodymyr Zelensky. Il y a peu de chance. Une porte s'ouvre, une autre se referme. Mais il n'a pas dit son dernier mot, Donald Trump. Ce qu'il veut, peut-être va-t-il l'obtenir, Jean de Glignesti. Il y a eu une séquence en mai qui était intéressante suite à la réunion à Kiev dont on a parlé avec Starmer, Zelensky, Macron, Merz. Dans cette séquence, les Européens ont demandé un cessez-le-feu dans les 3 jours. Poutine a rétorqué en disant moi je suis prêt à négocier, il n'a même pas mentionné le cessez-le-feu, donc nous allons envoyer des négociateurs à Istanbul. À ce moment-là, Zelensky a dit d'accord pour négocier, mais à condition que ça soit Poutine et moi, et donc qu'on négocie au sommet, parce que là c'est du sérieux. Et à ce moment-là, évidemment, les Russes ont refusé. Poutine ne veut pas rencontrer Zelensky, en tout cas à ce stade, mais ça c'est une constante de sa position. Violeta Moschello. Il me semble que cette histoire de mécanisme de garantie, quelque chose d'équivalent à l'article 5 de l'OTAN, c'était quelque chose qui était pour nous évident à la suite du lancement de la coalition des volontaires. En fait, on voyait venir en fait le nombre des accords bilatéraux que l'Ukraine a signés sur la sécurité et la défense avec la France, avec la Grande-Bretagne et tout ça. On se disait, on a compris qu'on est bloqué sur l'OTAN, et donc on essaie de construire quelque chose pour avoir un plan B, pour avoir une alternative en fait. Donc honnêtement, c'est pas quelque chose de très très surprenant qu'on mette ça maintenant sur la table. Et les États-Unis l'avaient dit déjà la semaine dernière quand il y avait eu
le sommet à Berlin, en fait, en visio, que les Américains seraient aussi avec la coalition des volontaires. J.D. Vance a participé aussi à la réunion des coalitions des volontaires et qu'ils seront présents, en fait. Donc et sur cette rencontre potentielle tripartite entre les Américains, les Ukrainiens et les Russes, est-ce que pour vous, ce serait le déclencheur, la bonne nouvelle qui pourrait faire évoluer les choses dans le positif?